Hey, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez aussi bien que moi et que tout roule pour vous. Ce soir, pas beaucoup de suspense, hein, on reste sur du contenu NBA. Je vous le répète à chaque fois un peu plus, on rentre à chaque fois un peu plus dans le vif du sujet. On commence à pouvoir dégager certaines tendances et il reste globalement 8 équipes. On a 4 rounds, enfin on a 4 séries différentes, donc forcément il y aura moins d'équipes et moins de match-up à considérer, mais par contre, je pense qu'il y aura de plus en plus de choses à dire. C'est ce que je pense. On verra bien si ça se déroule vraiment de la sorte ou non. Mais là, je peux vous dire que sur un premier round, il y a de quoi ne pas être déçu. Il y a déjà deux trois matchs où il y a des conclusions intéressantes à pouvoir tirer du match-up, en tout cas, comme je vous le répète à chaque fois. Aucune conclusion définitive ne peut se tirer sur un match. Malgré le fait que certaines équipes parfois aient l'air vraiment supérieures à d'autres, on a vu des renversements de tendances bien plus conséquents que ça. Donc on va pas aller trop vite, on va juste analyser match-up par match-up et on va voir s'il y a, comment dire, des tendances qui se dégagent et qui pourraient être répétées tout au long soit de la série ou soit de ce qui vient après la série, parce que forcément on est au deuxième round, ensuite on a une finale de conférence et évidemment les finals. Donc la question est de savoir si des équipes nous ont envoyé des messages forts, si des équipes ont créé quelque chose d'inattendu, ou si certaines équipes ont pu, d'un côté, soit être très positives, soit être très négatives, soit être neutres, soit en fonction des attentes qu'on a placées dans les différentes équipes. Est-ce qu'elles ont excédé ces attentes? Est-ce qu'elles ont été en dessous de certaines attentes? Est-ce qu'elles n'ont pas pu atteindre justement le niveau auquel on s'attendait? On va plonger là-dedans, on va faire comme on fait d'habitude. Globalement, je vous mets le tableau pour commencer là, que vous voyez un peu l'idée. Mais l'objectif va être évidemment de faire match-up par match-up et de voir si ce qu'on anticipe match après match a un impact réel ou non. Donc on va commencer comme d'hab. En général, j'ai tendance à commencer par l'Est pour aller vers l'Ouest, histoire de garder une logique de conférence. Et le premier match-up concernait les Cavaliers et les Pistons. Et comme les Pistons, vous le savez, étaient first seed à l'Est, c'est eux qui vont recevoir les deux premiers matchs. Donc les favoris ont tenu leur rang. Ils gagnent un match de 10 points où ils ont globalement dominé tout le match, hormis un retour des Cavaliers au 4. Il restait quoi? Je pense qu'il y avait entre 4 et 6 points à 4 minutes de la fin. Donc on a toujours cette capacité côté Cleveland de... Même si je trouve que Cleveland n'a vraiment pas été bon dans ses playoffs jusqu'à présent, ils n'ont pas été au niveau auquel je m'attendais, malgré la présence de Kenny Atkinson, je vous en ai déjà parlé, duquel je suis vraiment fan en termes de coach. Cette équipe donne toujours l'impression de jouer en dessous du niveau qu'elle peut atteindre. C'est simplement ma sensation. Et là, ça a encore été un peu le cas. Ils ont été quand même pas mal dominés pendant tout le match par une meilleure équipe. Et ils ont eu un moment où ils sont capables. Ils sont capables de prendre feu en un moment et de vraiment mettre la pression sur Detroit, qui en plus de ça a pas mal de mal à scorer. Ça peut sembler bizarre quand ils viennent de marquer 111 points sur Cleveland. J'ai pas trouvé la défense des Cavaliers vraiment au point. J'ai trouvé que les Pistons pouvaient. Je veux pas dire qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient, mais ils ont quand même scoré de manière un peu trop facile. On va le voir, il y a 2-3 joueurs qui ont vraiment pu se sortir du lot. La question va être de savoir comment on va pouvoir ajuster ça. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir proposer au second match. Donc, on va commencer par les gagnants du coup. Côté Detroit, moi, il y a une seule satisfaction. Je vais dire qu'il y a au moins un début de satisfaction. Je vous ai beaucoup parlé de Jalen Duren et de la grosse déception qu'il a représentée au premier round. Même si en fin de premier round, il a été plutôt bon. Il a posté son premier double-double en Game 7. Il en poste un deuxième de suite. J'espère que c'est ce qu'il va continuer à faire. Parce que normalement, c'est plutôt une machine à double-double. Il a tendance à être très solide défensivement et à apporter offensivement. Il n'a pas du tout le jeu offensif le plus comment dire, le plus développé, ça c'est certain, on va pas débattre là-dessus. Mais par contre, il est capable. C'est-à-dire qu'il est capable, il a quand même un physique imposant, il a pas mal de puissance, donc il est en fait certain que je m'attends à ce qu'il déménage dans la raquette. Même si la raquette des Cavaliers doit être une des meilleures de la ligue, avec Jared Allen et Evan Mobley. Je pense que c'est pas un reach ce que je vous dis là, c'est pas incroyable, c'est pas un gros scoop, c'est une des meilleures raquettes de la ligue, et il est clair que Jalen Duren va avoir un gros chantier pour pouvoir se sortir de là. Je vous parle souvent de Osar Thompson parce que je suis toujours déçu qu'il soit aussi timide offensivement, qu'il ait toujours aussi peu de confiance dans son shot et dans la création offensive. Mais par contre, quel monstre défensif, le gars. J'ai vu une stat tout à l'heure qui disait que il fait partie d'une liste assez restreinte de joueurs qui ont pu faire 15 stocks. Donc en gros, stocks, c'est les steals et les blocs. Donc en gros, les steals, c'est simplement vous interceptez la balle, c'est une interception, et les blocs, vous connaissez l'idée, je vais vous apprendre ici. Il était à 16 sur le premier round. 16 steals et blocs sur le premier round
contre Orlando, et j'ai trouvé que ces stats étaient vachement intéressantes, parce que ça montre quand même le pouvoir défensif qu'ont ses frères Thompson. C'est juste des frics offensifs, c'est juste des frics physiques, pardon, et j'attends autant des deux qu'ils aient un jeu un peu plus léché offensivement. C'est vraiment ce que j'attends d'eux, parce que ce sont des jeunes gars, il n'y a aucune raison qu'ils soient pas capables de développer un bon jeu. Je dis pas qu'ils vont devenir des fans d'offense et qu'ils vont développer tous les moves, mais s'ils pouvaient se développer déjà un ou deux go-to moves offensivement dans lesquels ils ont une zone de confiance, dans lesquels ils peuvent, je pense que ça peut vraiment débloquer leur jeu. Parce que le problème, c'est compliqué d'être un bon slasher quand il n'y a pas de shot. Surtout dans une... peut-être un peu moins dans la ligue actuelle avec le shot à 3 points, mais il fut une époque où c'était très compliqué de réellement avoir un impact offensif de slasher si vous n'avez pas de shot. Parce que forcément, l'équipe en face le sait et défend en fonction. Alors évidemment, vous avez toujours de bons cutters, vous avez toujours... Mais pour vraiment être un joueur offensif complet, il faut quand même avoir un peu de deux. Il faut être capable de faire un peu de deux. Il faut être capable de pénétrer et il faut être capable de prendre un shot à un endroit dans lequel on se sent vraiment à l'aise. Donc c'est ça que j'espère vraiment que les frères Thompson vont développer, parce que les mecs, physiquement, n'ont plus rien à démontrer et défensivement, ils font déjà partie des meilleurs joueurs de la ligue. Ça, c'est très simple. Je veux dire, dans le périmètre, Osar Thompson est top 2, top 3 dans la ligue, dépendant de vos préférences. Moi, je le mettrais même top 1 en défense de périmètre. Il n'y a aucun doute pour moi. Il est vraiment... Le bloc, le chase down block qu'il lâche encore au début de match est juste démentiel. Sincèrement, c'est vraiment un excellent joueur. Kate Cunningham qui a été un peu en berne avec son shot, qui a vraiment pas été à l'aise, les pourcentages sont pas excellents, mais par contre, quand vous le voyez jouer, il a été quand même taille patron. C'est vraiment le leader technique de l'équipe. Vous voyez quand même que quand il y a des moments un peu chauds, les joueurs ont tendance à se tourner vers lui en attendant quelque chose. Il a créé, il a été agressif. Moi, c'est ça que je voulais voir. Il doit être agressif, il doit faire jouer les autres. Alors 7 assists pour 4 paires de balles, c'est clair que c'est pas du tout le meilleur stat qu'il va nous proposer. Je pense vraiment qu'il va monter en puissance. Et j'ai adoré, évidemment, Tobias Harris, je vous l'ai déjà dit, il a été excellent au game set. C'est vraiment un joueur, pour le moment, on peut compter sur lui. Et on le sent dans le jeu. Pareil, on voit que Cade le trouve assez facilement. J'ai aussi beaucoup aimé Duncan Robinson. Pourtant, c'est pas du tout un de mes joueurs préférés. C'est vraiment ce qu'on appelle un OTP, ça, One Trick Pony. C'est-à-dire que lui, il shot à 3 points à poids barre. C'est pas spécialement un bon défenseur. C'est rare qu'il shot à 2 points. Même si là, il me donne tort, parce qu'il a mis comme quelques shots à 2 points. Mais lorsque je regardais les images du match, je voyais le commentateur qui... Je me faisais la réflexion, je dis tiens, il va prendre les up, et le commentateur disait des rares shots à 2 points de Duncan Robinson. C'est vraiment un one trick pony, il est là pour ça. On s'attend à ce qu'il shot bien, à distance. Là, je l'ai vu dribbler, je l'ai vu mettre la balle sur le sol, je l'ai vu essayer de pénétrer, faire tourner la balle. Il y a une facette de son jeu que je ne connaissais pas et qui me semble très importante à développer. Parce qu'encore une fois, lorsque vous êtes à one trick pony, les équipes savent vous défendre. C'est toujours intéressant d'avoir plusieurs cordes à son arc. Vous voyez, c'est toujours intéressant de pouvoir se dire, parce que si vous êtes vraiment trop... si vous avez vraiment une dimension dans votre jeu, l'équipe en face le sait, elle prépare ça. Et je vous dis, la préparation de match-up est vraiment intense à ce moment-ci de l'année. Donc, quand le coach en face ou le staff prépare le match et qu'il voit ce jour-là, il se dit, ok les gars, on sait à quoi s'attendre de lui, on sait comment on va défendre sur lui. Et c'est toujours un peu dommage, quand on est à ce niveau-là, de permettre à l'équipe en face d'avoir quasi une longueur d'avance. Le but est quand même vraiment d'aller plus loin. Mais en tout cas, il a été létal. Il y a 5 sur 8 à 3 points, des shots importants. On l'a même vu provoquer une réaction de James Harden. On avait vu que James Harden était frustré. Et quand on va voir ses chiffres, on va comprendre pourquoi. Ou simplement, il met un panier un peu chaud, et il avance droit devant et il touche un peu. Et on voit que James Harden le pousse. Donc je vois que Duncan Robinson a fait vraiment un bon match. Le jeu d'équipe de Pistons était vraiment bon. Il y a juste eu un moment où ils se sont fait un peu peur, où les Cavaliers sont revenus. Mais ils ont vraiment dominé ce Game 1. Ils ont été capables de scorer sur Cleveland. Je ne m'attendais pas à ça, pour être honnête avec vous. Je pense que Cleveland est une meilleure équipe défensive que ce qu'elle a montré là. Et je ne m'attendais pas à ce que les Pistons puissent scorer aussi facilement. Parce qu'ils shotent quand même à 44% au shot, je veux dire. C'est vraiment pas mal du tout au global. Je vous assure, au global pour une équipe, 44%, c'est franchement pas mal. Si je suis côté défensif et que je vois que l'équipe en face a scoré à 44%, je suis pas super content de ma prestation défensive. Surtout en playoff. D'autant plus en playoff. Saison régulière, comme on en a déjà discuté, c'est une toute autre histoire. Donc, on a vraiment une équipe qui est sur un bon momentum. Ils passent quand même, rappelez-vous, dominer 3-1 par Orlando, on gagne 3 matchs de suite pour se qualifier, et on gagne maintenant un 4e match de suite. Donc on sent que c'est une équipe qui joue en équipe avec confiance. Donc, vous m'aviez entendu dire que je pensais que JB Bickerstaff était le coach de l'année, et vous m'avez entendu aussi, le but n'était pas de le critiquer, c'était de dire que j'étais déçu en tout cas de son manque d'ajustement par rapport à Orlando. On a vraiment l'impression qu'Orlando avait trouvé le numéro d'un côté et que
de l'autre côté, JB Bickerstaff semblait sans réponse pendant un moment, jusqu'au moment où il a trouvé des réponses. Donc on doit lui rendre ce crédit. De un, il a trouvé des réponses, et de deux, là, il a l'équipe qui assure son droit à domicile. Donc c'est franchement pas mal. Donc je pense que le momentum est plutôt bon côté Detroit. Ils jouent à bon basket, ils ont l'air de se faire confiance, il y a des joueurs qui sortent du lot. Je pense à Tobias Harris, parce que Duncan Robinson est là. Et parce que je pense que Jalen Duren, Ken Cunningham et Oscar Thompson, on sait globalement à quoi s'attendre, même si j'ai été extrêmement déçu, je vous l'ai dit plusieurs fois, de Jalen Duren. J'ai l'impression qu'il commence à monter un peu en puissance, il faudrait un meilleur pourcentage au shot, surtout quand on ne shot pas à 3 points. 4 sur 11 pour un joueur intérieur, je suis navré, c'est pas suffisant. Voilà, il doit faire encore mieux que ça, mais on lâche quand même un double-double en prenant 11 shots, on fait 4 assists sur une paire de balles, on fait 2 blocs, c'est un bon match de Jalen Duren. Je pense que je peux vivre avec ça, et clairement, manifestement, les Pistons peuvent vivre avec ça. Côté Cavaliers, je vous dis, moi c'est une équipe de laquelle je suis pas mal déçu depuis le début des playoffs. Et ça a été une nouvelle fois le cas. Je ne vais pas inventer des choses. Il y a un joueur, je vous en ai déjà parlé, qui me plaît énormément, Max Strus en sortie de banc. De A, il a une très bonne adresse au shot. Il est capable de prendre les shots quand le moment est serré. Il a ce cœur, comme on dit. Il est là, il stresse pas. On prend le shot quand il est important. C'est quelque chose que j'aime voir, prendre le shot avec la confiance. Et en plus de ça, les gars, il défend comme un démon. Et moi, j'adore voir ça d'un joueur du banc. Un joueur du banc qui sort et qui est capable d'apporter autant offensivement et défensivement, c'est une perle. Et je pense que Max Strus est... sincèrement, hormis Donovan Mitchell et le match monstre de Jared Allen au Game 7, c'est vrai, je dirais que c'est mon cavalier préféré. Je pense que c'est lui qui a vraiment affiché un niveau de jeu. Et je me permets de faire une petite parenthèse que j'ai un peu oublié en termes de sortie de bord. Dennis Jenkins m'a beaucoup plu. Il a en général un peu de mal à briller lorsque Cade Cunningham est titulaire, mais là il a pu montrer qu'on peut compter sur lui du banc. Il a été franchement intéressant. Donc Max Strus est un joueur qui me plaît énormément. En temps normal, j'adore évidemment Donovan Mitchell. Je pense que c'est le leader de cette équipe. Et il n'est pas encore au niveau auquel je m'attends. Il n'était pas mauvais du tout, attention, regardez la ligne. Et puis même, encore une fois, il est capable de se balader dans la défense. Il a un très bon dribble, il a un très bon shot. Et c'est un leader technique. J'aime beaucoup le joueur. Je pense qu'on peut encore en attendre plus. C'est ça que je veux dire. Je pense vraiment qu'il peut apporter plus. Je pense qu'il peut jouer. Il peut vraiment vous apporter des monster games. Vraiment, il en est tout à fait capable. Jared Allen a été globalement no-show, je vais pas vous mentir, on est en 18 minutes, après on est en foul trouble, je pense qu'il était pas mal géré par Jalen Duren, une des grandes forces, qui était Jalen Duren a commis très peu de fautes, voire zéro, je pense qu'il a, zéro faute, et par contre lui a provoqué des fautes en face, donc c'est clair qu'à ce niveau-là, encore une fois, ça, on le voit pas directement dans les stats, c'est pas une stat qu'on voit vraiment au premier coup d'œil, mais c'est très très important sur l'impact dans le match. Evan Mobley est un excellent joueur, je pense que je vois qu'il y a une déception souvent quand je lis et j'entends ce qui se passe avec Evan Mobley. Je pense juste que pas mal d'observateurs, pas mal de fans pètent les plombs avec les attentes. Il y a des attentes qui sont démesurées parfois avec les joueurs. Les joueurs font une ou deux bonnes saisons et directement on les attend défenseur de l'année, MVP. Non les gars, il faut se calmer. Tout le monde ne peut pas gagner tous les trophées, tout le monde ne peut pas avoir cette marge de progression constante chaque année. Evan Mobley reste vraiment un excellent joueur, c'est un joueur très intéressant. Je pense qu'il a fait un bon match. Sincèrement, je pense qu'il a mieux représenté la raquette que Jared Allen, qui a eu beaucoup de mal. Et James Harden, je vous ai déjà parlé de la version James Harden en playoff, qui moi ne me plaît pas du tout. Alors la seule chose que je me dois bien de lui rendre ici, c'est qu'il a été capable de provoquer les lancers francs, parce que c'est une tendance qu'on peut observer en NBA. Les joueurs qui ont tendance à provoquer énormément de lancers francs en saison régulière ont tendance à moins bien performer en playoff. Je ne dis pas que c'est une règle d'or. Ce que je dis, c'est que c'est une tendance que je peux observer. Et je vais revenir là-dessus. Donc si vous avez écouté ça, je vais revenir là-dessus dans peu. James Harden a tendance à ne pas aimer la manière avec laquelle il est arbitré en playoff. Souvent, on le voit se plaindre. Je l'ai encore vu beaucoup se plaindre cette nuit des décisions du corps arbitral. Mais en général, en playoff, on laisse un peu plus jouer. Le jeu est plus physique. Et ce n'est pas pour me déplacer. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime autant le basketball en playoff et que des fois, je suis un peu frustré en saison régulière. C'est le basket qu'on veut voir. Je dis pas qu'on doit laisser... Encore une fois, je ne veux pas faire renaître les bad boys des Pistons. J'en ai rien à secouer. Ce que je veux, par contre, c'est qu'on puisse un peu jouer au basket. C'est qu'on va pas mettre un coup de sifflet chaque fois qu'on touche une épaule. Il y a un moment, il faut arrêter. Il faut jouer au basket. Il faut que ça commence à un moment. Et en NBA, ça commence au playoff. Donc là, on a un pourcentage de shot qui est vraiment pas bon. 1 sur 7 à 3 points. Et on a surtout... Je pense que les Cavaliers ont le record de perte de balles
Depuis, sur le nombre de matchs, sur le nombre de séries, c'est affolant. Et on a encore 7 paires de balles pour 7 assists pour James Harden, c'est vraiment une catastrophe, c'est floppy, c'est pas bon, je vais pas vous mentir. Les 9 lancers francs, c'est vraiment une bonne chose parce que ça lui permet quand même d'être à 22 points et d'avoir quand même pesé sur le match, mais beaucoup trop de paires de balles et un pourcentage au shot qui est calamiteux, je suis navré. On a 6 sur 15 au total, on a 1 sur 7. Ben, je suis navré, on est en mesure d'attendre plus de James Harden, je pense qu'il doit vraiment step up et accompagner Donovan Mitchell parce que on connaît le talent de James Harden, les gars, on va pas revenir, c'est top 75 de l'histoire, c'est MVP, c'est... Bon, on va pas revenir, c'est un mec qui a scoré 35, enfin, quasi 35, c'est ça, si je dis pas de bêtises, quasi 35 points en saison régulière lorsqu'il était à Houston sur une saison. On revient pas sur le talent, mais je remarque quand même cette tendance il a tendance à être un moins bon performeur en playoff. Parce que le jeu de playoff lui convient moins. Voilà, et c'est pas le seul joueur dans le cas. Il y en a d'autres. Et on va le voir bientôt. Donc, la petite conclusion qu'on peut se faire ici, c'est que les Pistons ont assuré le rang et ils ont été capables de scorer bien plus facilement que ce que je ne le croyais sur Cleveland. Je ne pense pas que ça va être le cas sur tous les matchs, parce que si c'est le cas, ça peut devenir une série rapide, malheureusement. Parce que défensivement, les Pistons vont être présents, ils vont être là, c'est une de leurs marques de fabrique. Donc, si en face, il n'y a pas une défense quand même un peu serrée qui exploite leur point faible, c'est-à-dire le côté offensif, ils vont être vraiment gênants, ces Pistons, si on ne les fait pas jouer. Sincèrement. Donc là, je me réjouis de voir ce que Kenny Atkinson et ses joueurs vont nous préparer pour le deuxième match. Est-ce qu'on va voir certains ajustements? Est-ce qu'il y a des choses qui vont pouvoir être introduites dans le... Je serais curieux de voir ça, sincèrement. Donc, on va pouvoir voir ça. Juste, les Pistons, moi, ça impressionne au niveau offensif. Et ils ont tenu leur rang au niveau défensif. Donc, ils ont joué à domicile, ils ont gagné le match à domicile. C'est très bien comme ça. Et ils viennent avec une très grosse confiance. C'est là que je dis qu'ils sont assez dangereux. Ils ont gagné quelques matchs de suite maintenant. Et on voit qu'ils jouent avec la confiance. Alors ici, c'est quand même une surprise. Je dois pas vous mentir. Vous savez que je vous ai dit depuis le début des playoffs que j'aimais les Knicks, j'aime leur équipe, j'aime leur coach. Mais là, il y a un truc qui doit être étudié. C'est pas possible. C'est incroyable. Le momentum, le jeu. Je m'attendais à ce que les Knicks gagnent le match. On peut revenir sur quelques éléments. Ils sont à domicile, ils sont mieux reposés, c'est-à-dire que contrairement aux 76ers, ils n'ont pas joué 7 matchs, ils en ont joué 6, et le sixième, ils l'ont à peine joué, parce que c'était un blowout quasi historique. Donc on savait qu'ils allaient être plus frais. Ils ont eu plus de temps pour se mettre en place, plus de temps pour préparer, on va dire préparer les différents match-ups. Je les voyais gagner. Je les voyais pas déglaguer les 76ers comme ça, les gars. C'était scandaleux. Je veux dire, il y a quasi pas eu de match. À la mi-temps, il y a quasi plus de match. Et après le troisième quart-temps, il y a plus de match. Voilà, c'est simple. Euh, c'est incroyable comme l'équipe tourne. Alors j'ai lu un article absolument fabuleux. Est-ce que je vais pas vous le relire? Ah voilà. Je vais pas vous le lire intégralement. Je vous mets la référence au cas où vous voulez le regarder. Mais globalement, je vous ai parlé de ça. Mais Basket USA, en tout cas la rédaction du site, c'est magnifique, sincèrement. La rédaction est magnifique parce que moi, c'est exactement ce que je vous disais sur les derniers matchs. Si vous regardez les différents lives qu'on a passés ensemble, je vous disais que Karl Anthony Towns devait absolument peser plus sur le jeu lorsqu'ils ont été un peu battus. Le début de série était vraiment pas bon sur Atlanta. Et je vous ai dit, on peut pas trop se reposer sur Jalen Brunson parce que Thibodeau a été viré pour ça globalement. Thibodeau a été viré parce que globalement c'était un one-man show. Offensivement, on savait que Jalen Brunson allait avoir la gonfle, le usage rate allait être absolument énorme. Mais il y a d'autres joueurs talentueux. Et ça, c'est ce que Mike Brown a très bien fait. Parce qu'on voit OG Anunoby sortir, on voit évidemment Kat. Moi, ce qui me plaît ici, c'est qu'il y a eu un ajustement. Et je dis, c'est ce qui me plaît pendant les séries de playoffs, c'est de pouvoir l'observer. Je l'ai vu avec vous, mais je n'ai pas mis des mots aussi précis et aussi magnifiques que la rédaction de Basket USA ne l'a fait. C'est-à-dire qu'ils expliquent bien précisément que Karl Anthony Towns a un placement simplement sur le jeu qui lui convient très bien. Et on l'a vu dans ses stats, je vous ai parlé des triples-doubles avec un nombre de passes où j'ai été surpris. Si vous vous souvenez, je vous disais, tiens, c'est étonnant que Kat ait autant de passes décisives. Il est capable, il a les skills, mais il n'est pas connu pour ça. C'est pas un Jokic, c'est pas un passing big man, il en est capable, mais c'est pas quelque chose qu'on a vraiment vu exploiter dans son jeu. Donc, je suis... Cet article, je vous conseille de le lire. Il est très très intéressant. C'est quelques paragraphes. Mais globalement, ils expliquent que Karl Anthony Towns ne passe pas trop de temps dans la raquette,
Moi, pourtant, je vous l'ai dit, j'aime bien qu'il rentre dans la raquette et qu'il bouge un peu, mais contre Atlanta, c'est ce qui me plaisait bien, même si il s'est un peu parce qu'il avait aucun match-up. Ici, il y a un réel match-up. Je l'ai dit, c'est d'ailleurs le match-up qui m'intéresse le plus sur cette série. C'est Embiid Towns de 1 parce que passif, on en a parlé, mais de 2 parce que ce sont deux énormes joueurs et qui vont automatiquement se rencontrer. Ce sont les deux postes 5 et il n'y a que l'un et l'autre qui peuvent défendre sur l'un et l'autre. Même si je pense que Embiid peut défendre sur Towns. Je pense pas que Towns puisse vraiment défendre sur Embiid. Je pense qu'il peut le gêner s'il a l'énergie, mais défendre dessus, je pense que ça allait un petit peu trop loin. Donc, c'est mettre des beaux termes sur ce que j'essaie de vous expliquer. Il y a eu un shift, Karl Anthony Towns a commencé à faire de très bons matchs en jouant peu. C'est-à-dire qu'il jouait moins de minutes, mais il a plus d'influence sur le match. Et ben c'est exactement ce qu'ils expliquent ici. Il démarre les actions plus loin. C'est-à-dire à la ligne du 3 points, on oblige Embiid à sortir, parce que forcément la zone de défense préférentielle d'Embiid, c'est dans la raquette. Et Karl Anthony Towns étant assez... il est très agile, il est très skillé pour un Big Man, bah forcément, quand il est en tête de raquette et qu'il peut observer le match, il fait sortir Embiid, et forcément ça permet à Anunoby de rentrer, ça permet à Michael Bridges de rentrer. Quand Embiid n'est plus dans la raquette, quand le chat est absent, les souris dansent. C'est exactement ça, donc on veut, et le chat est entier, le jeu de mots était vraiment pas voulu. J'ai vraiment voulu sortir un adage pour illustrer mon propos, et ça sort avec le chat, sauf que le chat est inversé, vous l'aurez compris. Si Embiid n'est pas dans la raquette, OG Anunoby peut slasher, Michael Bridges peut cutter et slasher, c'est-à-dire que ça ouvre vraiment des espaces. Cet ajustement par Mac Brown est un ajustement de génie. C'était agréable à voir pour Atlanta, mais ce qu'ils ont fait là, le chef-d'œuvre qu'ils ont fait sur le premier match, alors je veux pas m'enflammer, hein, ils peuvent très bien perdre le game 2, mais ça montre une chose, c'est que de A, playoff basketball, 2, préparation de match-up, et 3, ajustement. Mon Dieu, Mike Brown. Tout le mérite pour Mike Brown, c'est incroyable. J'ai été... Ça, même si les Knicks perdaient la série, je ne change pas mon opinion. Ça, c'est incroyable ce que Mike Brown nous a proposé avec son équipe. Et le jeu qu'il joue, c'est simplement l'équipe qui développe, à mon sens, pour le moment, le plus beau basket. C'est le meilleur momentum, c'est la meilleure confiance, c'est incroyable. J'ai été vraiment très, 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 très satisfait. Donc, quand on regarde un peu, les gens, regarde en plus ce qu'ils se permettent de jouer. Hein. Ça a l'air de rien, les gars, mais préserver les joueurs et leur faire jouer peu de minutes, c'est monstrueux, c'est magnifique ce qu'ils font là. Alors évidemment, je vous parle de Karl Anthony Towns, mais qui va défendre sur Jalen Brunson? Je ne sais pas, mais ça va pas être facile. Si on laisse Brunson jouer comme ça va être une série rapide. Hein. Si on le laisse shooter à 12 sur 18, à 3 sur 6, à 8 sur 8, non, ça va être rapide. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et regardez encore ici où Jalen Brunson peut vraiment se contenter. Je mets des guillemets parce qu'il le fait à un clip énorme et à un talent énorme. Le but n'est pas du tout de diminuer sa performance parce que ce serait ridicule de ma part. Mais il peut se concentrer sur le scoring, c'est ce qu'il fait le mieux. On se retrouve avec 3 joueurs ici à 5 ou 6 assists. Donc on a vraiment eu un jeu d'équipe où Karl Anthony Towns, encore une fois, les gars, Karl Anthony Towns a joué 20 minutes et il met 6 passes de. C'est dommage pour les 3 paires de balles. Pas mal gêné par Embiid. Encore une fois, on parle de Joel Embiid. Les gars, dans la raquette, c'est pas le mec qu'on veut croiser. Parce que c'est un mec qui en plus s'emploie en défense. Il est pas au top physiquement, mais c'est un mec qui s'emploie en défense. Ça, il y a aucun doute. Donc, je vous dis, c'est quand même plaisant. On a OG Anunoby qui joue très 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 bien. Je vous dis, c'était pour moi le meilleur joueur de la série précédente. Donc, si on laisse Jalen Brunson jouer comme ça, que Karl Anthony Towns peut lâcher du 17-6-6 en 20 minutes, la série va être complexe. Alors, je n'anticipe pas ça. Je ne pense pas que les 76ers vont laisser ça arriver. Mais si c'est le cas, c'est un peu fini pour eux. Et ça va être fini rapidement. On ne peut pas laisser une équipe jouer ce jeu-là. On ne peut pas laisser Brunson si libre. On ne peut pas laisser des joueurs avoir un tel impact en si peu de temps de jeu. Et surtout, regardez sur le banc, il y a des mecs qui prennent énormément de confiance, énormément de temps de jeu. Ça aussi, c'est très dangereux. Parce que quand... Je vous dis, normalement, les équipes qui vont loin en playoff, elles jouent 7 à 8 joueurs. Elles comptent sur 7 à 8 joueurs. C'est rare qu'ils comptent sur beaucoup plus. Là, tout le banc a joué quasi. Et des minutes de qualité. Parce qu'en plus, regardez, Deuce McBride qui shot à 50%, Taylor Colley qui shot à 305, Alvarado. On sait ce qu'il peut amener aussi. Je vous dis sincèrement, c'est une équipe vraiment dangereuse, les Knicks. Ils sont sur un bon momentum. Et le switch qui vise à ce que Karl Anthony Towns soit en tête de raquette, je l'aurais pas prédit contre Atlanta, même si ça a très très bien marché, force est de le constater. Je m'attendais pas à ça, juste que j'ai vu que ses passes augmentaient et qu'il était plus influent dans le jeu. C'est ce que moi je voulais surtout. Je pense que les équipes où il y a un trop gros usage rate du joueur star, c'est plus facile à défendre et c'est plus difficile de gagner à haut niveau. Je dis ça en étant un fan de Luka Doncic, je comprends mes propres paradoxes. Mais ici c'est magnifique ce qu'ils ont mis en place, c'est vraiment une très belle équipe à avoir joué. Ils ont un sac majeur d'une qualité énorme et ils ont un coach qui... Mon Dieu, l'ajustement du coach, je sais que je vous l'ai déjà dit mais je le répète, incroyable, ça doit être souligné et surligné.
Côté Philadelphie, on a, pareil, je vous dis, le temps de jeu, vous pouvez vous dire, ah bah oui, aussi, ils ont pu se reposer. Ouais, mais ils ont pris une valise. Donc, c'est moins chouette de regarder le match sur le banc quand on prend 39, qu'on prend 39 points dans les dents. C'est pas le plus facile. Alors, je pense que Quentin Grimes est un joueur très très intéressant. Pas bon pourcentage au shot, mais il peut défendre comme un démon. Il peut vraiment apporter du banc. Je pense qu'il peut vraiment vraiment apporter quelque chose. Donc, la question va être de savoir si Embiid va pouvoir faire un peu mieux et s'il va s'ajuster, est-ce qu'il va pouvoir trouver une solution pour Kat qui l'oblige à bouger. Et je pense à une action magnifique où il slash, où Kat vraiment est encore une fois il est vraiment en tête sur la ligne à 3 points, il reçoit une passe et Embiid est un peu en retard parce que c'est pas là qu'il veut le défendre. Fait un pas de trop, Karl Anthony Towns le voit et sur le premier pas il le dépasse très rapidement et on a vu que ça frustrait Embiid. Je pense qu'Embiid s'est dit oh là là ok je pense qu'il s'attendait pas à ça. Sincèrement, Kelly Oubre, moi je suis toujours aussi fan. Il y a une image assez sympa où il défend sur Karl Anthony Towns notamment, et il se met à côté, il se mesure un peu comme quand on était gosse, vous voyez, on met notre main sur le dessus du crâne, et on essaye d'aller voir pour voir qui est le plus grand. Et il fait ça sur 4 qui est 7 foot, donc forcément, l'image était drôle. Je trouve que c'est un joueur qui aura beaucoup de services, très bon role player. Joel Embiid pas dedans, on va pas se mentir, il a pas eu le temps de peser sur la rencontre, Tyrese Maxey non plus, VJ Jocom, moi tout ce qui m'intéresse c'est de savoir qu'il a du cross rookie, et il va être très intéressant à suivre dans les années à venir. Et Paul George, ça reste un vétéran. Hein. Moi, on peut me dire ce qu'on veut de Paul George, qu'on aime bien, qu'on n'aime pas. Le mec, c'est un vétéran, il sait quand prendre les shots. J'aime beaucoup son jeu, sincèrement. Je sais qu'il a subi beaucoup de critiques, dont pas mal étaient légitimes. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est une victime, pas du tout. Mais je sais pas, je l'aime beaucoup dans cette équipe de Philadelphie, mais ils n'ont pas eu l'occasion de montrer grand-chose. Je vous dis, le match était fini à la mi-temps. Sincèrement, j'exagère à peine. À la mi-temps, je me suis dit, bon... Et au troisième quart-temps, c'était vraiment fini. Voilà, donc le quatrième quart-temps était... vraiment pas intéressant. Donc, ici, en termes de momentum, on a eu un très gros match de New York qui a profité de la, comment dire, de la fatigue, à mon avis, des 76ers. Et je me réjouis de savoir, est-ce que les 76ers vont pouvoir trouver une solution pour empêcher les Knicks de leur rouler dessus. Et ils ont un très bon coach pour ça, qui est champion de NBA, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'ancien coach des Raptors. Son nom ne me revient pas, évidemment, sinon ça n'aurait pas été drôle. Bon, je vais aller voir, sinon, comme je vous dis, à chaque fois, je vais pas endormir. Nick Nurse, mon dieu que ça me revient pas, champion avec Toronto, donc c'est un excellent coach, moi je l'aime beaucoup personnellement. Et d'ailleurs quand on voit ce qu'il a insufflé à ses joueurs pour éliminer Boston, ça montre la qualité du groupe mais aussi la qualité du coach. Je pense qu'il faut aussi pouvoir leur donner pas mal de crédit. Donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce que le match-up Embiid-Towns va être aussi passionnant que sur le premier match où on voit que c'est entre guillemets 1-0 Towns parce que la manière avec laquelle Mike Brown l'a fait évoluer était vraiment incroyable. Il a joué très peu et il a été énormément défense. Une dernière clé que je voulais partager avec vous et qui m'a fortement intéressé, tout n'était pas rose côté Knicks et il y a une chose que je pense qu'ils ont dû se rendre compte de ça côté 76ers, donc je pense, je fais le mec là. Si moi je m'en suis rendu compte, ils s'en sont rendus compte aussi. Quand Embiid est dans la raquette adverse, il y a quasi que deux choix. Soit il score, soit il provoque la faute. Si vous voyez, il est à 3 sur 11, on peut se dire, oh là là, 9 lancers francs. C'est pas pour rien. C'est qu'il y a pas mal de shots qu'il a ratés parce qu'il a été défendu de manière illicite. Et regardez, je vous le montre rapidement, 20 minutes Karl Anthony Towns, 4 fautes. Et notre coco ici, Mitchell Robinson, 12 minutes, 4 fautes. Je pense que sur le premier quart, il avait quasi distribué 2 fautes à chacun. Donc ça, je pense que ça va être terriblement intéressant côté Embiid. On a vu le côté 4 qui a été incroyable. On va voir aussi Embiid dans la raquette. C'est pour ça que je vous disais de défendre l'un sur l'autre. Personne ne peut défendre Embiid de manière légale, je pense, côté New York. Donc, est-ce qu'ils vont pouvoir s'appuyer assez sur Embiid pour qu'il crée des ravages? Je n'en sais rien, mais il va mettre les intérieurs en foul trouble. Ça, c'est certain. Et en plus de ça, je vous dis, c'est limite le plus gros défaut du jeu de 4. C'est qu'il a tendance à faire des fautes un peu stupides. C'est ce qu'on lui reproche depuis le début de sa carrière, je vous assure. Vous pouvez regarder un peu si vous êtes curieux. Et avec un client comme Embiid en face, ça peut vite déménager, ça peut vite causer des problèmes. Donc, match-up très intéressant. Je me réjouis de voir ce que ça va donner. Mais il est en fait certain, je pense que tout le monde le comprend du côté de Philadelphie, il faut éteindre l'incendie parce que ils sont trop chauds les Knicks. Franchement les gars, ils sont trop chauds, c'est la plus belle équipe à suivre. C'est l'équipe que je les mets ex aequo avec Minnesota, mais c'est les deux équipes qui m'ont donné le plus plaisir à suivre et à regarder. C'est vraiment génial. La communion entre coach et joueur, les ajustements, la manière de jouer, incroyable. Les fans des Knicks doivent être aux anges. Et je pense à mon pote Tib, clairement, je vois. Je vois. Ça n'a pas été facile ces derniers temps d'être fan des Knicks. Mais là,
happy times. Et ça fait plaisir, c'est une franchise historique. Moi, je les ai, quelque part, c'est une franchise que j'ai toujours appréciée. Donc, je me réjouis de voir ce qu'ils vont donner. Et attention au retour des 76ers. Et attention à voir ce qu'Embiid peut apporter. Il peut vraiment déglaguer la raquette en face. Et ça peut poser des problèmes sur le court, moyen et long terme. Donc, on va voir ce que ça va raconter. Je me réjouirai de voir ça. Donc, on passe à l'ouest. Je me serais bien passé de faire ce match-up. Est-ce qu'il m'est déjà arrivé de vous dire que j'en avais complètement la main claque du Thunder? Non, je sais pas. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, si c'est quelque chose que je répète sans cesse. Bon, bah, au cas où c'était pas clair, j'en ai ma claque du Thunder. Je peux plus me les voir. J'ai prédit qu'ils allaient gagner, donc c'est pas comme si je pouvais faire le mec hyper déçu, que j'étais totalement dans la désillusion, de me dire oh là là, les Lakers vont rouler sur le Thunder, on est bien meilleur et trouver des excuses. Non, c'est une meilleure équipe. Je pense qu'ils vont nous déglaguer, mais je peux plus me les voir. Je peux vraiment plus me les voir. J'ai du mal à les regarder et je suis content de ne pas commenter le match en direct parce que je rage de façon assez phénoménale et j'en suis pas fier, mais ils me rendent assez dingue. Je vais pas vous mentir, hormis évidemment, je le rappelle à chaque fois aussi ça, quand je vous dis qu'il m'ennuie, je suis toujours content de voir AJ Mitchell performer à ce niveau-là parce que je le trouve vraiment incroyable. Mais allez, on s'arrête rapidement sur les Lakers et puis on passera sur le Thunder de manière très rapide parce que sincèrement ils m'intéressent pas. Et j'en ai un peu marre. Ils sont trop forts. Voilà, c'est là que je dois être au moins honnête. Je peux pas être le. C'est quoi l'équivalent du footix en basket, les gars? Revenez-moi avec ça. Est-ce que les fans de basket, est-ce qu'il y a un footix côté basket? Balancez-moi s'il y a un terme comme ça que je puisse l'utiliser, ça m'intéressera. Mais non, c'est. Ils sont trop forts. Sincèrement, je me dois de le reconnaître. C'est une magnifique équipe. Ils sont deep comme pas possible. Ils ont un très bon coach. Leur joueur franchise est insupportable et je vais revenir dessus après. Mais il est trop fort. Et les Lakers n'ont vraiment. Ils ont rien à leur proposer, les gars. Le début de match était bon. LeBron James a été à un niveau stratosphérique, comme depuis le début des playoffs. Mais LeBron James, il y a un moment, il est ridicule. Et je le dis dans le sens positif, c'est ridicule. Il faut l'étudier, ce gars-là. Il y a un moment, il faut vraiment le décortiquer, l'étudier. C'est ridicule ce qu'il est capable de faire à son âge. Je l'ai trouvé excellent. Je pense que Rui a tenu son rang. Je pense que DeAndre Ayton a eu une ou deux paires de balles. Mais il en a qu'une, mais il y a 2-3 choix qui m'ont un peu énervé. Mais il s'est quand même battu. On a 12 rebonds, 10 points en 27 minutes. On peut pas, c'est pas de sa faute. Le pourcentage au shot c'était pas bon, mais il a été bien défendu. Je veux dire, Hartenstein, Holmgren, c'est pas du tout la raquette la plus facile. Je vous parlais de la raquette des Cavs. La raquette du Thunder, c'est du même. C'est du même acabit. Quand les deux tours sont sur le terrain, c'est dur à jouer. C'est très dur à jouer. Donc Ayton m'a. Ok, pas de problème avec ça. Marcus Smart, les pourcentages au shot sont dégueulasses, mais j'aime toujours autant son flair pour le basket. Il a un QI basket absolument gigantesque. Il a un cœur à prendre les shots importants au moment important. Donc beaucoup de qualité à côté Marcus Smart. Je vais absolument pas le lui reprocher. Mais c'est que le pourcentage au shot, mais pareil, très bonne défense côté OKC. Il y a des shots. Voilà, franchement, je lui pardonne sans aucun problème. Il pèse sur le match, il fait ce qu'il peut, il se démène et il a un QI basket énorme. Par contre, Austin Reeves. Alors lui, il a pas de passe. Je l'adore, j'en ai déjà parlé assez, j'ai fait plusieurs parties d'épisodes sur lui. Mais par contre, je sais qu'il vient de revenir de blessure, je comprends tout ça. Mais je pense sincèrement qu'on peut parler d'un problème Austin Reeves en playoff. Je veux dire, c'est quand même la 3e saison de suite où je me fais la réflexion. Et je vous parlais de James Harden, le but n'est pas de comparer les deux. Mais ils ont cette similitude qu'ils sont tous les deux des artistes pour provoquer les fautes. C'est pas ce que je préfère dans le jeu, mais c'est aussi une qualité. Sauf que je vous dis, en playoff, ça marche beaucoup moins bien. Sincèrement, ça marche beaucoup moins bien parce que les arbitres sifflent moins vite, donc ça détruit une partie de leur jeu. Son pourcentage au shot est dégueulasse et indigne d'un joueur de son calibre en playoff. Je veux dire, 0 sur 5, 3 sur 16, je crois qu'il a raté ses 14 derniers shots à 3 points en playoff. Il y a un problème Austin Reeves en playoff. À moins qu'il me prouve le contraire, jusqu'à présent, les données qu'on a en main, il y a un problème Austin Reeves en playoff. Et le truc qui est pas cool pour lui, sincèrement ici, c'est que il peut signer le contrat de sa vie cet été. C'est pas en performant comme ça en playoff qu'il va l'atteindre. Je vous l'ai dit en tout cas en toute humilité, et on ne parle pas de l'argent de quelqu'un d'autre, mais ici on est dans une ligue où il y a un cap. Donc on est obligé de parler d'argent quand on construit un roster. Je dis pas. Et je vous l'ai dit, donc je souhaite qu'Austin Reeves gagne le max. Je lui souhaite. C'est un super joueur qui a parié sur lui-même et qui s'est développé de manière incroyable. C'est qu'il est un joueur d'un niveau totalement inattendu lorsqu'il a été non drafté. Je me corrige directement cette fois-ci. C'est un super joueur, mais il y a un problème en playoff. Ses performances en playoff laissent vraiment à désirer. Et je pense qu'il y a sincèrement un problème. Il a du mal à ajuster son jeu en playoff.
Je ne sais pas si c'est mental, je ne pense pas que ce soit physique, mais et je l'ai vu quelquefois frustré avec les arbitres aussi. Vous voyez, il tire que 2 lancers francs. Alors qu'en général, je pense qu'il en tire 7-8 en saison régulière, de moyenne. Je vous parlais de James Harden qui a quand même réussi à en avoir 9 lors du match des Cavs. Ici, lui, il n'y parvient pas, Austin Reeves. Donc je pense sincèrement qu'on peut parler aisément d'un problème Austin Reeves en playoff. Et ça ne me plaît pas du tout de le voir, évidemment. Alors on est en train de me dire, oui, mais c'est parce que Luka n'est pas là. Non, non, à un moment, il faut arrêter avec tout ça. Ce sont des joueurs pros, ce sont des joueurs d'un très haut niveau. Non. Il est attendu qu'il joue à un meilleur niveau que ça. Il n'a pas été capable. Pareil, je vous ai parlé de Luke Kennard contre les Rockets, qui a fait un début de série absolument fantastique et auquel je ne m'attendais pas. Il est redescendu en pression. Parce que lui, c'est ça qu'on attend de lui, c'est qu'il rentre ses shots. C'est qu'il rentre ses shots et il rentre pas les shots. Voilà, il a pas beaucoup d'opportunités, vous voulez me dire, il a pas l'occasion de se mettre dans le rythme, mais il met quand même pas assez de shots. Je suis navré, il met pas assez de shots. Alors évidemment, quand le backcourt des Lakers shot à 7 sur 31, je vais pas vous dire qu'OKC a fait le meilleur match de sa vie pour les battre. Et je pense sincèrement qu'ils vont les sweep, les gars. On parle d'un retour de Luka au 3ème. Yeah, si c'est 2-3-0, je m'en fous de voir Luka revenir. Hein. Je m'en fous de le voir venir jouer, soit pour faire de la figuration, prendre un match ou deux et prendre le risque d'aggraver sa blessure pour la saison prochaine. Je m'en fous. Hein. Je pense pas que le retour de Luka permettra aux Lakers de battre le Thunder. Et je dis ça maintenant, j'adorerais avoir tort. Je serais fan de l'idée d'avoir tort, là. Mais. Je sais pas, je vois pas ce que les Lakers. LeBron peut rien faire de plus, les gars. Austin Reeves peut, mais est-ce qu'il va en être capable avec la défense de Casey Je ne sais pas, j'espère, sincèrement. Je dis, j'adore le joueur. Mais je dois être objectif. C'est pas parce que j'aime le joueur et qu'il joue aux Lakers que d'un coup je dois me dire, bah oui, il y a un passe, faut lui trouver des excuses. Non, c'est pas comme ça que je fonctionne. Peu importe où il joue, peu importe, le traitement doit être le même. La manière d'analyser le jeu doit être la même. Et Austin Reeves, en playoff, il y a un réel problème. Donc c'est dommage que ça arrive juste avant le paraphe du contrat de sa vie. Voilà tout. Donc on peut descendre côté Thunder. Mon petit plaisir, c'est de voir AJ Mitchell qui fait un super bon match, sincèrement. Les pourcentages au shot sont bons, l'énergie est bonne. Euh, je suis très content. Il joue très très bien au basket. Et je comprends pourquoi il est tant apprécié côté Thunder. Ça fait très plaisir. Lugan Dort, vous savez que c'est une très belle histoire, il a du mérite, mais vous savez que pour moi c'est le joueur le plus dirty de la ligue, de loin. J'aime pas du tout sa manière de défendre, je trouve qu'il a beaucoup trop de passes. Le fait qu'il termine qu'avec une seule faute me fait doucement rire. Voilà, j'ai du mal avec son jeu et ça fait quelques temps. Je pense qu'il aurait dû être suspendu quelques fois, il a encore fait quelques gestes cette année. J'en ai déjà parlé, je ne reviens pas là-dessus, mais ça fait en grande partie. Ça fait partie du fait que j'arrive plus à les supporter. SGA, qu'est-ce que je peux dire? Il est beaucoup moins impressionnant à avoir joué quand on lui siffle pas sa faute. Et regardez, il y a une vidéo qui tourne sur le net du best-of de son flopping. Il est insupportable, je suis navré. Si c'est votre joueur préféré, je m'excuse d'avance, mais il est strictement insupportable. Il y a des mouvements qui sont tellement pas naturels chez lui. Et cette manie horrible de toujours regarder vers les arbitres quand ils contestent un shot ou quoi que ce soit, c'est pénible. Moi, j'en ai soupé de SGA, je vous le dis sincèrement. Alors, je me dois encore une fois d'être objectif si je veux être crédible. C'est un excellent joueur, il va avoir son deuxième titre d'MVP, il fait partie du top de la ligue, d'accord? Je suis pas en train de vous dire le contraire, je peux pas te dire oh il est surfait. Non, c'est pas le but ici. Mais il est terriblement frustrant à regarder. Il cherche les fautes en permanence, il floppe beaucoup trop. Enfin bref, moi il me fatigue à avoir joué. Et là, forcément, 7 paires de balles pour 6 assists, 8 sur 15 au shot, ce qui n'est pas mal de, mais avec 2 avec 0 sur 1 à 3 points. Voilà, c'est pas un super match, on va pas se mentir. Après, il n'y a pas eu besoin qu'il fasse un super match. Parce que l'équipe est vraiment supérieure. Regarde encore Jared McCain qui vient de Philadelphie, ils ont le nez pour les beaucoup aussi. C'est très bien géré. Sam Presti est un génie du basket à ce niveau-là. Dans la création de roster, il est excellent. Marc Daigneault, je vous l'ai déjà dit, est un super coach. Donc il y a vraiment des choses à retirer de cette équipe. Chet Holmgren a fait un match magnifique. Où il termine globalement avec 3 blocs. Enfin bref, non, il fait un super match. Il a mangé la raquette des Lakers. Et Hartenstein, pareil, ça, mec. Je l'avais adoré dans sa série de playoffs avec les Knicks. Je l'ai adoré l'an dernier, c'est un super joueur. Donc bon, ils ont même pas besoin de sortir le talent, ils ont même pas besoin d'un gros SGA pour battre les Lakers, parce que les Lakers sont trop courts. Et sans Luka Doncic, on n'en parle même pas, ils ont rien à faire là. Ils ont strictement rien à faire là, ils devaient être éliminé, ils devaient être bounce au premier tour, vraiment, parce que LeBron a fédéré une équipe autour de lui, qu'il était incroyable, et que les Houston Rockets étaient vraiment pas bons non plus, on va pas se mentir. Surtout sans Kevin Durant. Donc ici on arrive
J'ai vraiment pas énormément de choses à vous raconter, juste que j'étais vraiment frustré de voir SGA jouer encore. Je vous dis, regardez cette vidéo si vous êtes curieux. C'est vraiment un florilège où il prend ses shots, il a un shot motion, il a des mouvements qui n'ont rien à faire là. Ça n'a vraiment aucun sens. Et je vous dis, cette manie, je vous dis, de toujours regarder les arbitres comme pour demander la faute à chaque fois. Là. Ça me rend complètement dingue. C'est ce que je déteste dans son jeu. Alors vous allez me dire, oh, mais t'es paradoxal, t'aimes bien Luka Doncic. C'est vrai que Luka Doncic aime provoquer des fautes, mais ce qui est surtout pénible avec Luka Doncic, c'est vrai qu'il est toujours en bagarre avec les arbitres, c'est qu'il pleure beaucoup près des arbitres, il râle beaucoup près des arbitres, il se les met souvent à dos d'ailleurs, parce qu'il y a souvent des fautes ensuite qui sont claires sur lui, qui ne sont pas sifflées, parce que c'est le risque, si vous mettez tout le temps les arbitres à dos, il y a un moment, ça reste des humains, ils sont censés être neutres et objectifs, mais c'est strictement impossible. Quand un joueur vous casse la tête pendant tout le match, et vraiment tu dis, ouais, c'est bon, il y avait faute, je sais pas. C'est le problème avec c'est un autre style. Je peux comprendre que Luka irrite énormément et c'est pas du tout une partie de son jeu que j'apprécie. Voilà, c'est pas du tout ça. Mais SGA, je vous assure, pour ça, il est vraiment pénible malgré le fait que il va être double MVP en titre, qu'il a été MVP des finals. C'est un grand joueur, ok. Il va vraiment, quand sa carrière sera finie, il va être considéré comme un des meilleurs postes 2 de l'histoire. J'ai aucun doute là-dessus. Vraiment, et vous ne devriez pas en avoir si vous en avez. Mais j'essaie de rester objectif. Même si je ne le suis pas, j'ai un parti pris qui est plutôt négatif parce que j'aime pas son jeu. Putain ça, je suis fan du mid-range. Hein. Donc son côté mid-range, j'adore. On voit qu'il a étudié les grands, on voit qu'il a étudié MG, on voit qu'il a étudié Kobe, il n'y a pas de problème. Mais cette manière de surjouer les fautes et de flopper, ça me rend complètement fou. Je peux plus le voir. Et je vous dis, regardez, c'est toujours... On dirait les quarterbacks qui regardent les arbitres dès qu'un joueur défensif les touche pour faire le crossover avec le basket, avec le football américain, pardon. C'est... Bref, pas grand-chose à vous dire, je pense qu'ils vont les sweep. Et ils vont être dangereux pour toutes les équipes qui vont les jouer parce que c'est vraiment une super équipe qui a été mise en place. Ils ont un talent incroyable et ils jouent bien ensemble. Donc, oui, c'est un cocktail détonnant, les gars. Alors, ici, c'est la série, je vous ai dit, ça va peut-être être la série la plus intéressante à suivre. Parce qu'on a les San Antonio Spurs qui sont une très très belle équipe qui ont vraiment. Qui ont gentleman sweep les Trailblazers en étant beaucoup plus forts. Ils ont un des joueurs les plus intrigants de la ligue. Et ils ont fait une très 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 bonne saison régulière. Et d'un autre côté, on a, vous le savez, on a les Timberwolves qui ont fait un numéro sur les Nuggets, qui ont une équipe incroyable, qui ont un coach incroyable, qui ont une équipe qui joue ensemble. Ils jouent au basket de la bonne façon. Je sais que vous m'avez déjà entendu dire cette expression-là, mais j'en suis sincèrement convaincu. Je pense qu'ils jouent au basket de la bonne façon. Il y a une défense qui est très dure, que ce soit sur l'homme ou dans ou même sur sur le groupe. La défense en groupe ou la défense sur l'homme est vraiment incroyable. Chris Finch fait des très bons ajustements et ils ont des joueurs que j'adore, je vous l'ai dit. Jaden McDaniels fait encore pour moi un super match. Vraiment. On a Anthony Edwards qui a vraiment galvanisé le groupe, qui shot à 8 sur 13 en revenant de blessure de manière anticipée. Ou encore une fois, la gestion de Chris Finch, je vous dis qu'il joue 25 minutes, mais il joue 10 minutes au 4e quart-temps. J'adore ce gars, je pense qu'il fait vraiment du super bon boulot. Nasri Duban a été démoniaque. Terrence Shannon Jr., on en parle les gars, je vous l'ai dit, il a fait un très très bon Game 6. Et là il vient encore une fois avec cette confiance. Rudy Gobert, qui n'a pas pesé offensivement, mais défensivement, il est à chaque fois impressionnant. Il faut lui rendre ce crédit. Il a terriblement gêné Wemby. Je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse le gêner autant. Je m'attendais vraiment à ce que Wemby le fasse sortir et le fasse défendre dans une zone qui est moins sa zone de confort, même s'il a été capable de bien le faire sur Jokic. Mais on sait que Jokic allait moins chercher le shot et il allait plus comme chercher à bouger Gobert dans la raquette. On sait que Wemby ne va pas faire ça parce qu'il ne peut pas le faire. Il ne peut pas bouger, il peut pas jouer au poste haut, poste bas et faire reculer Gobert. Ça, il pourra pas le faire. Gobert est vraiment plus puissant, plus lourd. Mais par contre, je pense qu'il est plus rapide sur les appuis, il a un meilleur premier pas et il peut le prendre sur le shot. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit ce qui se passe. Ça s'est passé en partie, sauf qu'on a vu que Wemby n'a pas beaucoup de réussite. Donc quand on regarde les Timberwolves, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est mettre un nombre de corps différents sur Wemby. C'est-à-dire qu'on a, même en termes de taille, ils vont pas pouvoir défendre, mais quand Rudy Gobert n'est pas là, on a Naz Reid et on a Julius Randle qui peuvent bouger et faire bosser Wemby. Je pense qu'ils vont vouloir le faire bosser. Même s'il est plus gros et qu'il peut leur shotter sur la tête, ils vont jouer physique. C'est clair et net. C'est le jeu des Timberwolves en termes de défense. Ils jouent physique, les gars. Ils jouent une défense très très physique et je pense que ça va être un peu le game plan pour contrer Wemby. Parce qu'il n'y a pas de formule magique contre Wemby. Wemby est excellent. Il est super fort et si vous le laissez jouer, il va vous rouler dessus. Donc là, ce qu'on va vouloir, c'est vraiment le bouger physiquement pour l'empêcher de développer son jeu. Et je trouve qu'ils l'ont très très bien fait sur le premier match. Donc, grosse performance des Wolves à San Antonio. Même si, pour ceux qui ont regardé un peu les images et le match,
San Antonio, dans un contexte, je vais dire, normal, doit gagner. Je veux dire, Champagny est ouvert à 3 points, c'est le scoreur à 3 points le plus régulier de l'équipe, et le shot est ouvert. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à mettre l'action en place pour que le shot soit ouvert. Donc pour le même tarif, c'est 105, 104 au buzzer. Et franchement, c'est ce qui pouvait arriver. Je vous dis, le shot est ouvert, c'est le joueur qui doit être là. Alors, j'ai vu un peu un débat, et c'est toujours un débat intéressant, c'est de savoir pourquoi est-ce Champagny qui prend ce shot-là, avec le nombre de leaders techniques qu'il y a sur le terrain. Et c'est une réelle question à se poser. Elle est intéressante, elle est légitime. Est-ce que c'est normal? Ouais, c'est ça. Est-ce que l'action doit prendre le pas sur le fait qu'il y ait des leaders? C'est ça. Après qu'on me dise que Wemby prenne pas le shot parce qu'il était un peu en délicatesse avec son shot, je peux l'accepter. Mais on a dit Aaron Fox pareil, mais Aaron Fox, il a du mal à faire des matchs énormes en playoff cette année, parce qu'il a déjà fait de très bons matchs de playoff. Est-ce que l'action était bien dessinée, mais je sais qu'il y a toujours ce côté un peu, ce côté fan à l'ancienne de les Américains qui disent le meilleur joueur doit prendre le shot à ce moment-là. Vous voyez, le débat un peu où on reprochait à LeBron James aussi de faire des passes, même si au final LeBron James a pris un nombre incalculable de shots importants et a scoré pas mal de shots importants. On lui reprochait un peu ce côté passif, même si je ne trouve pas du tout. De mon côté, je ne trouve pas que ce soit passif. Moi, j'ai aucun problème avec le fait que Champagny prenne le shot, même si j'ai été surpris, je vous le cache pas. Quand j'ai vu, j'ai dit, c'est vraiment lui qui va prendre le shot. Et puis, quand je regarde l'action une deuxième fois, je me dis, mais il n'y a rien à reprocher, le système est mis en place. Il a à 3 sur 6, il a à 50% à 3 points, les gars, quand il prend le shot. Il a à 7 sur 11. Il a la main quand même relativement chaude. Ouais, j'ai pas de problème. En plus, il est seul. C'est ça qui Si on me dit que c'est Champagny en isolation qui essaie de prendre 3 dribbles et prendre le shot, je hurle devant ma télé, je dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais le système est bien mis en place, la passe est bonne, il est au bon endroit pour shotter, il est ouvert. Non, j'ai pas de critique, mais j'ai vu en tout cas que pas mal de pundits on veut que ce soit le meilleur jeu qui prenne le shot à la fin. Bon, ça c'est un débat, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez, vous préférez quoi? Est-ce que c'est je veux dire, à la Kobe ou à la MJ, même s'ils étaient tous les deux capables de lâcher la balle pour des gros shots, je pense à Ron Artest contre les Celtics, je pense à Steve Kerr, enfin bref. Il y a des exemples dans les ligue, on peut en parler, mais est-ce que vous aimez l'idée du fameux right play, c'est-à-dire on met l'action en place et on est sûr que on fait en sorte que la personne soit placée au bon moment pour pouvoir scorer, ou est-ce que c'est le leader technique qui doit prendre le dernier shot? C'est un débat qui est intéressant, en mon sens, au niveau basket, et j'ai tendance à vous dire que j'aime les deux versions. J'aime le fait que le meilleur joueur prenne le shot, et j'aime aussi des fois que je suis pas vraiment... Je n'ai pas une ligne de conduite automatique. Je pense que ça dépend des équipes et ça dépend des joueurs. C'est clair que vous savez que je suis un fan de Kobe, donc j'adorais le fait que Kobe ait la balle dans les mains et que tout le stade, que tout le monde savait que Kobe allait avoir la balle et qu'il allait clairement prendre le shot. J'ai aimé ça, mais j'aime aussi l'idée de LeBron James qui dit bah oui, effectivement, on attend de moi que je prenne le shot, mais regardez, moi j'ai fait en sorte que le système soit mis en place, il y a une prise à deux, clac, le mec est tout seul. C'est aussi jouer le basket de manière intelligente et j'aime les deux. Ça que je serais curieux de. N'hésitez pas à me revenir pour me dire ce que vous en pensez, vous, si vous aimez que ce soit vraiment le leader technique ou où il y a une action qui est mise en place. On a parlé pas mal des Wolves. Je pense qu'ils vont vraiment gêner Wemby à ce niveau-là. Est-ce qu'ils vont être capables de le faire sur le long terme? Mais est-ce que Wemby va vous pouvoir trouver une solution pour que ça n'arrive pas? Pas Wemby tout seul, tout le staff évidemment. Mais, encore une fois, le momentum est très bon côté Minnesota. On a gagné des gros matchs récemment, on a fait du bon boulot. Ça va être une équipe difficile, surtout si Anthony Edwards... Je vous avais dit d'ailleurs, je pense, que si Anthony Edwards et Dante DiVincenzo étaient en forme, je les voyais battre les Spurs. Parce qu'ils sont, je vous l'ai déjà dit, la fameuse expression anglaise qui me plaît beaucoup, qui est battle-tested. C'est-à-dire, on sait qu'ils sont bons en playoff. On ne le sait pas des Spurs. C'est la première fois qu'on voit ces gars-là en playoff. Donc, on ne sait pas ce qu'ils vont donner. Oui, ils ont battu Portland, c'est vraiment la meilleure équipe. Mais là, je pense qu'ils sont la meilleure équipe, mais pas de la tête et des épaules. Si vous me disiez avec des bons arguments que les Timberwolves sont la meilleure équipe, je pourrais vous écouter et je penserais que la discussion est intéressante. Donc, il va falloir faire attention parce que clairement, ils gagnent à l'extérieur. Donc, on dit en général qu'une série, je répète ça à chaque fois, les gars, je suis navré, mais une série ne commence pas tant qu'une l'équipe extérieure n'a pas gagné, tant que l'équipe n'a pas gagné un match à l'extérieur. Les Wolves ont ouvert la série en battant les Spurs. Je vous dis, encore une fois, les Spurs auraient pu gagner. C'est pas comme si c'était fait blowout ou qu'ils avaient montré qu'ils étaient largement supérieurs. C'est pas le cas. Donc, on va voir ce qui va se passer, mais je pense que cette série va être vraiment trépidante et je me réjouis de la suivre. Donc, on va quand même aller voir un peu niveau Spurs.
Wemby a fait un record NBA avec 12 blocs. Ouais, 12 blocs, vous avez bien entendu, c'est ridicule. Et on a entendu évidemment la controverse qui vient de Chris Finch notamment, qui est connu pour ça. Il aime bien, il joue la pression. Il joue vraiment son rôle de coach à la perfection. Quitte à avoir l'air de mauvaise foi dans ce cas-ci, où il dit la moitié des blocs étaient des goaltends. Alors les goaltends, c'est globalement quand la balle touche le panneau avant d'aller dans le panier, elle ne peut pas être contrée. Et il y a aussi le fait que vous avez une phase montante et descendante, ascendante et descendante. Lorsque la balle est en phase descendante, vous ne pouvez plus bloquer. Donc si vous bloquez la balle en phase descendante ou après qu'elle a touché le panneau, c'est un bloc illégal. C'est un goaltend. Il dit que la moitié des shots, alors évidemment je suis allé revoir tous les blocs, c'est pas du tout le cas. Alors il joue évidemment à la tox, il joue à la pression ici, mais voilà, Wemby qui lâche 12 blocs, je suis pas vraiment choqué, mais ça montre à quel point le mec est incroyable, les niveaux défensifs. Je me demande combien de temps dans sa carrière il va pouvoir se démener des deux côtés du terrain comme ça. Je touche du bois encore une fois, j'espère qu'il va pouvoir le faire longtemps, parce que moi il me régale personnellement. Le problème c'est qu'offensivement, il était pas là. 0 sur 8 à 3 points, ça fait mal en playoff. Et on a un sac sur 17 au total. Donc c'est-à-dire qu'on a un sac sur 9 dans la raquette, ce qui n'est pas mauvais du tout. Hein. Mais on doit pouvoir faire mieux. J'ai entendu une théorie d'un talk show qui s'appelle First Things First sur Fox. Et un des pundits qui s'appelle Nick Wright disait ça va être compliqué pour Victor Wembanyama d'avoir l'endurance et de jouer autant de minutes tout en étant performant. Hein. En jouant 6 points en saison régulière. Et j'ai trouvé que c'était une take assez intéressante. En gros, on sait qu'il a joué pas mal de matchs, mais on sait qu'il joue. C'était dingue. Il a été éligible avec la fameuse règle des 65 matchs en jouant moins de minutes que des joueurs qui n'étaient pas éligibles. Vous voyez ça que je veux dire. Il a tendance à ne pas jouer beaucoup, ce qui est logique. Hein. C'est une grosse carcasse, on veut pas qu'il se blesse, on doit le préserver. J'ai aucun problème avec ça, mais c'est vrai qu'il peut y avoir le revers de la médaille à ce niveau-là. C'est-à-dire, il joue moins, mais là vous voyez qu'il joue 40 minutes. Et est-ce que simplement on peut parler d'un manque d'adresse sur un soir, ou est-ce qu'on parle d'un manque d'endurance simplement parce qu'il n'a pas l'habitude de jouer autant de temps. J'ai trouvé que c'était une tech très intéressante et je me réjouis de voir, avec les matchs qui vont arriver, on va s'en rendre compte assez rapidement. Mais c'est clair, c'est un Villa 0 sur 8, un 5 sur 17. J'ai trouvé, encore une fois, j'étais très déçu de De'Aaron Fox. C'est un des rares joueurs à avoir de l'expérience en playoff. Et il nous lâche du 5 sur 14 avec 6 paires de balles. C'est une catastrophe. Je veux dire, imaginez qu'il perde le match avec un joueur qui fait ça. Le mec doit quand même se dire en sortie de match, mon Dieu, si je joue ne serait-ce que 10% mieux, on gagne le match. Vous voyez, ça doit être dur. 6 paires de balles, 5 sur 14, 0 sur 4 à 3 points. C'est non. Je veux dire, ça c'est non. C'est difficile. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'ils auraient pu gagner le match avec des stats pareils, avec les stats de Wemby et les stats de De'Aaron Fox. C'est ça qui est fou avec les Spurs. Et ça montre aussi que les Wolves n'ont pas dû sortir leur meilleur basket pour gagner ce match. Mais c'est assez dingue quand même. J'ai trouvé ça assez dingue. Même si après du banc, Keldon Johnson, meilleur 6ème homme de l'année, pas pour rien. On rentre, on score à 50%. Et on a Dylan Harper, qui est un des meilleurs joueurs de bord de la ligue, que j'aime beaucoup. Pédigré, évidemment, avec son frère et son père. Mais j'aime beaucoup ce joueur. Je pense qu'il a énormément de choses à apporter. Stephen Castle, vous connaissez mon affection pour Stephen Castle, il fait un super match. 5 à 6 pas de perte de balle, on shot à 50%, c'est pareil, on parle de ses premiers moments en playoff et il joue bien. Devin Vassell, j'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'il a très très bien joué. Il fait des très bons playoffs, il a été très bon contre Portland. Et là, il est très bon contre les Wolves aussi. Donc c'est vrai que je pense, en tout cas, ça m'encourage dans le fait qu'on va avoir une série serrée, qu'on va avoir de très bons match-ups. Et je pense qu'on va vraiment, vraiment, vraiment bien s'amuser. C'était déjà un match palpitant où où les Spurs auraient pu gagner au dernier shot. Et au final, on a l'équipe visiteuse, on va dire, qui gagne le match avec un retour de son joueur franchise qui a vraiment galvanisé les troupes. Série très intéressante. Je me réjouis sincèrement de voir ça. Je pense que ça va être la série la plus intéressante. Donc on regarde le global. Moi, je m'étais mouillé. Évidemment, on ne peut pas changer de pic. Je ne reconnais pas ça. On ne change pas de pic. Une fois qu'on a un pic, on l'assume. Et si on a tort et on en discute. C'est pas grave. Mais je pense toujours que le Thunder va éclater les Lakers. Ils vont éclater les Lakers. Ici, je pense toujours que les Spurs vont gagner la série, mais les Timberwolves sont... Encore une fois, je ne m'attendais pas au retour de Anthony Edwards, mais peu importe. J'ai pronostiqué sur base des éléments que j'avais en main. Et je m'y tiens. Je pense que les Spurs peuvent toujours gagner la série, et je pense qu'ils vont le faire. Mais les Timberwolves, mon Dieu. Quelle équipe incroyable en playoff. J'aime tellement Chris Finch, Anthony Edwards et Jaden McDaniels, les gars. Ça va devenir une de mes équipes favorites à suivre. Sincèrement, je vais prendre beaucoup plus de mon temps pour les suivre. Ils sont incroyables, je les adore. Les Knicks, gars, je m'attendais à ce qu'ils... Je pense toujours qu'ils vont gagner. Et j'espère juste que ça va pas devenir horrible pour les 76ers.
J'espère vraiment qu'il va y avoir quand même un peu de résistance côté des 76ers pour ne pas que ça ruine leurs efforts incroyables contre les Celtics. Alors, Pistons Cavaliers, je pense que ça peut être intéressant aussi. Je trouve je vous l'ai dit, je trouve les Cavaliers assez décevants depuis le début des playoffs. Et j'ai été assez déçu des Pistons aussi, mais les Pistons, il y a eu un shift. Ils sont dans un bon momentum. Et ils ont surtout un one-two punch que j'adore. Kate Cunningham et Jalen Duren, c'est vraiment deux joueurs que j'adore. Alors qu'on a des joueurs d'expérience comme Tobias Harris et Duncan Robinson qui peuvent amener quelque chose, ils vont être dangereux. Hein. Vraiment, ils vont être très dangereux. Je pense que les Cavaliers doivent vraiment, vraiment se ressaisir. Ils doivent vraiment faire tenir un ou deux matchs référence pour se donner la confiance. Et surtout, ils doivent scorer. Je vous le disais, moi, je pense que c'est là qu'ils peuvent gêner les Pistons. Je pense pas que les Pistons puissent les suivre au scoring s'ils jouent leur jeu. Je peux totalement avoir tort, mais c'est ce qui ressort de ce que je peux observer. Si les Cavaliers scorent à leur manière habituelle et qu'ils jouent leur jeu, je pense pas que les Pistons puissent les suivre. Si les Cavaliers décident de jouer une bonne défense, c'est-à-dire parce qu'ils ont fait la nuit dernière. Parce que c'était vraiment pas une bonne défense. Vraiment pas. Donc, on va un peu voir. Je pense que ceux-là vont vraiment être trépidants à suivre. Je me réjouis de voir ça. Et je me réjouis de voir le retour de Wemby aussi, voir un peu le caractère du bonhomme, de se dire bon, là les gars, je suis passé à côté, mais on va faire ça différemment. Après, encore une fois, passer à côté. Je suis pas fan de ça parce que ça diminue largement l'impact défensif qu'il y a eu qui était énorme. Et je me demande s'il va pouvoir gêner plus Rudy Gobert sur le côté offensif, c'est-à-dire l'emmener au shot, le faire bouger. Je pense qu'il en a largement les armes et je pense qu'il en est plus que largement capable. Est-ce qu'il va pouvoir le mettre en place? Je ne sais pas. Est-ce qu'Anthony Edwards va pouvoir monter en puissance? Est-ce qu'il va être à l'aise avec sa fragilité physique et le fait qu'il ait été blessé récemment est pas mal? Et malheureusement, j'aimerais vraiment vous faire un monologue hyper intéressant sur les Lakers, mais je ne peux pas, les gars, je suis navré. Je dois rester crédible, je dois rester objectif. Et ils ont rien pour le Thunder, les gars. Je suis navré. LeBron James, c'est incroyable. LeBron James, c'est une légende. Il a encore tenu son rang. J'aimerais juste voir au moins Austin Reeves enchaîner quelques bons matchs en playoff pour qu'il signe un gros contrat. Ça me ferait plaisir pour lui parce qu'il le mérite. Mais c'est vrai que je suis extrêmement déçu de Reeves en playoff. J'ai été déçu de lui l'année dernière et l'année d'avant. L'année d'avant un peu moins parce que je ne l'attendais pas autant que ce que je ne l'attendais l'année dernière et cette année. C'était un test pour moi. Je pense que j'en ai parlé une fois ou deux. En saison régulière, il m'intéresse beaucoup. Il est meilleur chaque année. Mais en playoff, il a du mal vraiment à passer ce cap. Et c'est évidemment important. Un joueur comme ça, on va le juger en playoff. Et la saison régulière, c'est bien beau au début, mais quand vous commencez à devenir un joueur majeur comme il le devient, c'est en playoff qu'on s'intéresse à vos performances, les gars. Je suis navré, ça peut sembler injuste, mais c'est comme ça. Ce gars-là, on va vouloir savoir ce qu'il fait en playoff. Est-ce qu'il est capable de jouer son jeu? Est-ce qu'il est capable de galvaniser l'équipe, d'amener vraiment une grosse valeur ajoutée? Jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Mais c'est comme ça que beaucoup de légendes sont faites. On a des gars qui sortent la tête de l'eau, des gars qui créent des ajustements. Et pareil, je serais curieux de voir les Knicks, voir Karl Anthony Towns avec Embiid. Ça, c'est des trucs qui vont vraiment me passionner. Est-ce que Jalen Duren va autant gêner la raquette des Cavaliers qu'il n'a pu le faire cette nuit? Ouais, cette nuit, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, voilà tout. Je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Il y a plus évidemment que 4 match-up, donc c'est un peu plus rapide. Merci beaucoup d'être passé, merci beaucoup de regarder le contenu, peu importe quand vous le faites. Comme d'hab, j'aime bien vous remercier parce que c'est toujours cool de dire que vous prenez du temps pour regarder des choses que j'essaie de préparer. Et on est là, Je suis fan de ces playoffs, j'ai adoré le round 1 et je suis convaincu qu'on va adorer ce round 2 et on va avoir des surprises, on va avoir des moments incroyables et c'est tout ce que j'aspire à vivre et à commenter avec vous. Donc merci une nouvelle fois, prenez soin de vous.